Emmanuel, merci, c'est à toi. Eh bien, merci, bonsoir à tous. Ce qui est formidable, c'est comme ça, en fait, je ne vois absolument plus personne, donc plus de pression. Donc la session de ce soir, effectivement, va concerner la gouvernance en entreprise, une aventure que j'ai intitulée « Les 3 pouvoirs en entreprise, bonnes pratiques et réalité ». C'est un sujet qui est à la fois finalement très juridique et aussi un sujet qui est très pratique. Donc j'ai essayé un petit peu de mixer les deux pour pas que ce soit trop pénible et trop fatigant. Bon, j'ai fait un petit menu pour essayer d'expliciter ce que je vais vous raconter, et je vais commencer par une définition et aussi par des illustrations. Pour les illustrations, en fait, vous verrez, je vais essayer de vous interroger. Et là, pour le coup, on va peut-être éviter de passer par lever la main, parce que je vais vous poser des questions et voir si certains d'entre vous vont avoir en fait des réponses intéressantes, chose très très simple. Alors, de quoi on va parler? On va parler de la gouvernance d'entreprise. Donc, je commence par le truc un peu le plus pénible, on va dire. C'est une définition. La définition, elle est évidemment importante. Il faut bien comprendre que la gouvernance, c'est donc des dispositions, comme je l'ai dit, qui sont légales, qui sont également réglementaires, mais elles sont aussi pratiques. Et elles délimitent en fait l'étendue du pouvoir et des responsabilités de ceux qui sont chargés d'orienter durablement l'entreprise. Donc, il y a énormément de mots dans cette définition. On ne va pas forcément tous les détailler là. Il y en a certains qui sont surlignés en jaune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est effectivement juridique, légal, c'est une question de pouvoir, mais c'est aussi une question de responsabilité, et souvent face au pouvoir, on a des responsabilités. Et tout cet ensemble, en fait, a vocation à orienter durablement l'entreprise, autant d'un point de vue très opérationnel que d'un point de vue de pérennité et d'existence. Donc c'est finalement un sujet qui est assez complexe et complet. L'objectif de tout ça, c'est d'essayer d'organiser ce qu'on appelle le fonctionnement du pouvoir et d'essayer de le faire de manière raisonnable pour servir donc la continuité, mais aussi l'efficacité de la prise de décision. Donc ça doit être quelque chose qui est habile, dynamique et qui doit être évidemment utile et intelligent, agile, on dirait aujourd'hui. Alors, pour voir si vous êtes capable de projeter finalement la notion de gouvernance, je vais essayer de vous interroger, et si certains se sentent l'envie de répondre, n'hésitez pas. La gouvernance, en fait, c'est toujours un triptyque, c'est un exécutif, un souverain et une surveillance. Donc au Moyen-Âge, d'après vous, qui détenait l'exécutif? Est-ce que certains ont envie de se lancer? Alors, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas voir si vous êtes en train de vous agiter en levant la main. Ils sont tous off caméra. Apparemment, vous êtes off caméra, donc personne ne le sait. Donc, je vais vous aider. L'exécutif, c'est le roi. Ah, bravo, Pascal. Non, c'est Florence, mais c'est pas grave. Ah, bravo, bravo, Florence. Le souverain, d'après vous, au-dessus du roi, il y avait quoi? Dieu. Le pape. Le clergé. Ah. Dieu. Bah, Dieu, voilà. C'est moi qui gagne. Et qu'est-ce qui surveillait? 2 points, hein. Et qui s'occupait de la surveillance? La noblesse. Non. L'Église. Et voilà, l'Église. Moi, je trouve que l'exemple en fait du Moyen Âge, il est extrêmement parlant. C'est qui finalement, au-delà de faire finalement, est le souverain de l'ensemble, et qui est-ce qui surveille. On est vraiment dans une définition qui est très juste. La gouvernance aujourd'hui, alors je me suis permis de mettre dans une démocratie, parce qu'aujourd'hui, les événements font qu'il faut juste préciser dans quel type de gouvernance on est. L'exécutif, en fait, il est dans les mains de qui? Faux. Donc pas le peuple. Donc... le président. Exactement. Le président. Par le peuple, le président. Donc qui est souverain? Le peuple. Le peuple. Eh bien le peuple. Et qui surveille? La justice. Non. Les chambres. L'Assemblée. Pardon? Les députés. Voilà, le Parlement. Bon, ben, je crois que vous avez tous à peu près compris. Déjà, je vois que vous êtes encore réveillés après la définition, donc tout va bien.
Donc, dans l'entreprise, c'est à peu près pareil. L'exécutif, je pense que maintenant, tout le monde va répondre d'un seul cœur. Qui est-ce qui est opérationnel? Le CEO. Le CEO. Voilà, le CEO, donc le dirigeant. Qui est-ce qui est souverain? Les Les actionnaires. investisseurs. Ouais, l'Assemblée générale. Les actionnaires, exactement. Et donc, qui surveille? Le Le conseil. Conseil. Voilà. J'espère qu'avec Jules, ces 3 petits exemples, vous avez maintenant complètement en tête et en main, finalement, les outils pour comprendre la gouvernance et l'équilibre des pouvoirs. Je trouve que mettre les actionnaires en face de Dieu, ça me gêne un peu, mais c'est pas grave. Oui. C'est pas sur la website. Non, excuse-moi, c'est juste une petite remarque au une passage. organisation. Donc, l'équilibre des 3 pouvoirs, c'est donc le pouvoir exécutif au travers des dirigeants, le pouvoir souverain au travers des actionnaires et le pouvoir de surveillance au travers des administrateurs. On ne va pas forcément détailler ce que chacun fait parce qu'on va le revoir après un petit peu plus loin, mais ce qu'il faut comprendre, et le gouvernail est là pour le faire comprendre, en fait, il faut que l'ensemble de ces pouvoirs, en fait, forment un équilibre. Il faut que cette gouvernance, en fait, elle soit sereine pour que la société puisse se développer sereinement, soit pérenne et soit, à un moment donné, autonome. C'est quand même un peu l'idée générale. Alors, il y a une histoire de responsabilité et il y a deux notions dans l'entreprise qu'on n'a pas forcément spontanément, mais qui, moi, me semblent importantes de rappeler. La responsabilité fondamentale des dirigeants, c'est la gestion de l'entreprise et celle des actionnaires, c'est la pérennité de l'entreprise. Ce sont 2 notions qui sont différentes. Tout le monde agit dans l'intérêt social de l'entreprise, donc c'est un peu juridique. Je vois mes camarades qui trouve ça un peu difficile, mais il faut comprendre que la gestion, c'est les opérations, la pérennité, c'est le financement, c'est l'auto, c'est la capacité de la société en fait d'être autonome. Donc ça, c'était pour essayer de poser un petit peu le décor et commencer à avoir un petit peu le vocabulaire. Donc maintenant, on va rentrer dans des choses, on va dire, plus illustrées. La Constitution et l'évolution. À la création de la société, en général, on a comme actionnaires les fondateurs. Les fondateurs peuvent décider au moment de la création de créer un comité, quelle que soit en fait la forme de la société, que ce soit une SA, une SAS, peu importe. En général, tous les fondateurs sont membres et en général, ils sont représentés au travers de leur quote-part de capital si chacun finalement a pris une part équivalente. On va dire quelque chose, c'est un peu théorique, mais c'est un petit peu l'idée. Là où je veux attirer votre attention, c'est que tous les fondateurs ne sont pas toujours opérationnels, certains ne le sont pas. Et donc, dans le cadre du conseil, il faut veiller à ce que, principalement, ce soit plutôt des opérationnels que des non-opérationnels, puisque le conseil, comme vous l'avez vu, a vocation, en fait, à accompagner le développement de l'entreprise et sa pérennité. Les premiers investisseurs qui rentrent sont en général ce qu'on appelle les Friends and Family et aussi des business angels, parfois pas au même moment, ça peut être en décalé, mais disons que les premiers financeurs sont représentés là. En pratique, qu'est-ce que l'on observe? On observe que les Friends and Family en général ne sont pas représentés. C'est souvent des gens qui sont là par affectueux sociétatisme pour les fondateurs, mais qui ne se sentent pas forcément des compétences vis-à-vis du développement de l'entreprise. En revanche, les business angels, en général, se font représenter par eux-mêmes ou au travers de leur réseau. Et là, le petit warning que je mets, c'est que quand on a une pluralité de business angels, il faut éviter que, s'ils sont représentés par plusieurs réseaux, chaque réseau ait son propre représentant, parce que ça peut devenir assez compliqué à gérer. Donc là, il faut introduire la notion de censeur. Ce sont donc des personnes qui peuvent assister au board, mais qui ne votent pas. D'une manière générale, en fait, le nombre d'administrateurs en fait est limité dans la loi à 18, mais enfin un board à 18, surtout au démarrage des sociétés, c'est évidemment beaucoup trop. Donc il faut rester sur un nombre qui est raisonnable et de préférence qui est impair, hein, parce que quand on doit voter pour des majorités, il y a une question évidemment qu'il vaut mieux être en impair qu'en pair. Quand on est en pair et que le président a la voix délibérative, parfois c'est extrêmement compliqué pour cette personne finalement de faire des choix. Et là, en général, on n'a plus de représentativité de la quote-part du capital parce que ça n'a plus beaucoup de sens
au niveau de la gouvernance, et puis ça n'a plus de réalité, en particulier quand on a une pluralité de business angels avec 1, 2 ou 3 fondateurs, ça matche plus, ça fonctionne plus. L'étape suivante, elle n'est pas obligatoire, mais elle est quand même assez fréquente dans nos domaines, c'est l'entrée d'investisseurs professionnels, donc autrement dit des fonds d'investissement, qui sont aussi souvent accompagnés au moment de leur entrée, de l'entrée également de membres indépendants dans la gouvernance. Et donc là, on voit qu'on commence à avoir en fait une pluralité importante de personnes présentes ou représentées dans les boards. Donc je vous donne dans cette slide-là quelque chose qui est très théorique, mais qui est assez classique. Souvent, les fondateurs sont représentés par une personne. Le dirigeant peut être présent. Alors, après, ça dépend un petit peu de l'organisation de la gouvernance, mais enfin, on peut dire que le dirigeant est présent. Ça peut être aussi lui-même un fondateur, donc ce qui peut permettre d'ailleurs d'en avoir 2. Les business angels, à l'entrée des fonds, c'est souvent un sujet. Les fonds aiment moyennement que les business angels soient présents, sauf si une personnalité sort un petit peu du lot, et de ce fait, une compétence est reconnue à un business angel et on lui propose de rester. C'est en général pas un poste qui est tellement durable parce que quand il y a une pluralité de fonds, les fonds souhaitant eux-mêmes être représentés par un membre et parfois même par un membre et un censeur, pour éviter que ça arrive, en fait, que le board soit un nombre trop important, c'est en général business angel qui fait un petit peu les pots cassés du nombre. Et puis, il y a la question des membres indépendants, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, qui souvent accompagnent l'entrée des fonds par 1 ou 2 personnes, qui sont des personnes qui sont donc complètement étrangers au capital de l'entreprise, donc qui ne sont pas eux-mêmes actionnaires, et qui sont là pour différentes raisons, mais souvent pour des compétences en fait que l'on cherche, entre autres compétences en fait que l'on cherche à avoir au sein de l'entreprise pour son rayonnement, pour son réseau, pour etc., etc. Et là aussi, grosse recommandation, toujours faire en sorte d'être en nombre impair pour des questions de vote et de majorité. Voilà. Je ne sais pas si à ce stade-là, certains d'entre vous ont des questions, parce qu'après, on va passer à quelque chose de complètement différent. Non. Bon, écoutez, tout le monde dort, donc je continue. Mais non, mais non. C'est très clair. Ensuite, on va passer aux questions autour du pouvoir, enfin des pouvoirs du conseil et puis finalement des pratiques. Alors le pouvoir, en fait, il se répartit sur trois grosses notions. Ce qu'on appelle le pouvoir d'orientation, le pouvoir d'évocation, qui est une notion assez juridique, et le pouvoir de surveillance. Ça se répartit. Finalement, quand on est dans un board, on ne se pose jamais la question de savoir sur quel pouvoir on agit. Est-ce que l'on est bien légitime à agir parce qu'on est dans la surveillance, dans l'orientation ou dans l'évocation? Ça veut simplement dire, si vous voulez, qu'il y a une notion qui est très prospective, c'est l'orientation, c'est donner les grandes voies, le grand chemin. L'évocation, c'est vraiment de s'interroger sur ce qui se passe au moment où le board se déroule. Donc, est-ce que les affaires se déroulent sereinement, correctement? Et puis la surveillance, c'est effectivement a posteriori, est-ce que on a tout à fait réalisé l'ensemble des contrôles et des vérifications nécessaires, et en particulier sur les aspects économiques, fiscaux et autres de la société. Après, quand on les regarde dans le détail, elles sont énumérables, enfin ces pouvoirs sont énumérables. On les a détaillés ici. Il y a la question de la nomination et de la révocation du président du conseil, du directeur général et aussi des directeurs généraux délégués, s'il y en a. Il y a la fixation de leur rémunération, sachant que cette rémunération, elle est en fait allouée par l'Assemblée générale, c'est-à-dire que l'Assemblée générale n'est pas complètement étrangère en fait au vote sur la rémunération qui a été proposé par le conseil. On a la convocation des assemblées générales, et de ce fait, l'établissement des comptes sociaux, le rapport annuel de gestion, l'établissement des documents de gestion prévisionnelle et des rapports correspondants. Donc là, on est dans la notion plutôt budget et de prospective.
Après, on a quelque chose qui est très juridique, qui sont ce qu'on appelle les conventions réglementées. C'est-à-dire que tout actionnaire qui détient au moins 5% des droits de vote et qui a en fait un contrat avec l'entreprise, donc typiquement un actionnaire qui a par ailleurs un contrat de consultation, de consultant ou un contrat de prestation de service, cette convention en fait doit être revue par l'Assemblée générale pour valider qu'économiquement elle est juste, elle n'est pas entachée en fait de problématiques qui pourraient gêner le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'il n'y ait pas des droits qui soient usurpés ou voire pire. La cooptation des administrateurs, et puis également la fixation de la rémunération des administrateurs. Alors j'ai mis ici administrateurs indépendants. En fait, ils ne sont pas forcément indépendants, mais c'est là pour le coup une pratique. En général, les administrateurs qui sont eux-mêmes actionnaires le sont à titre, entre guillemets, pro bono, mais ils ont un intéressement en tant qu'actionnaires dans les résultats de l'entreprise. Donc en général, la rémunération, ce qu'on appelait avant les jetons de présence, en fait, concerne vraiment les administrateurs indépendants. Donc, quand on voit ces pouvoirs, on se dit, on est vraiment dans un exercice qui est, on revient au légal, au réglementaire, et c'est des moments très spécifiques de la gouvernance, de l'organisation des conseils, où on a des moments dans l'année où on fait un travail qui est, on va dire, plus juridique, économique et fiscal, qu'un exercice plus de surveillance, de réflexion stratégique et d'opération. Donc, être dans un conseil, c'est pas simplement faire acte de présence parce que finalement ça fait bien, c'est un vrai rôle, c'est un rôle qu'il faut prendre avec énormément de sérieux et c'est un rôle qui parfois peut être difficile et relativement complexe quand on n'est pas complètement coutumier de tous ces aspects-là. Donc le maître mot, c'est vraiment établir la confiance au sein du conseil. On a vu qu'il y avait donc une pluralité de personnes qui représentent chacun finalement ce qu'on appelle les stakeholders en anglais du capital et de l'entreprise, voire même des indépendants. Et comme l'ensemble du travail, des responsabilités, des pouvoirs en fait sont relativement vastes, il faut accepter d'être un groupe et d'être un groupe qui se fait confiance, qui est capable de se parler et de travailler ensemble. Et je l'ai établi, enfin je l'ai décrit ici en redonnant un petit peu une notion dont on a assez peu parlé, qui est la notion des risques. Parce que l'entreprise, c'est jamais un long fleuve tranquille, en particulier les sociétés jeunes qui ont des problématiques de financement, et donc le risque est souvent plutôt un risque on va dire, de trésorerie. Et le conseil est là pour accompagner le dirigeant dans cette notion de risque de financement et donc de pérennité. On a également la notion liée à la stratégie et l'évaluation de cette stratégie, et puis toute la notion sur le contrôle en fait des dirigeants, le fait qu'ils soient nommés et rémunérés par décision du conseil. Donc c'est une forme de, enfin c'est un groupe qui se réunit quelques fois par an et qui néanmoins a une somme de tâches extrêmement importantes et pour une grande partie d'entre elles assez difficiles. Plutôt là pour le coup à la bonne pratique, enfin, les bonnes pratiques. J'ai essayé de mettre des choses qui sont un peu plus tirées de mon expérience personnelle autour des compétences qu'il est intéressant d'avoir autour de la table, qui ne sont pas de dire c'est telle ou telle compétence, c'est de se dire est-ce que finalement dans le board on a bien des représentants qui sont dans une logique d'avoir une compétence de groupe, donc d'une intelligence collective, et non pas purement individuelle. En même temps, est-ce qu'ils ont des compétences personnelles, de communication, relationnelles, d'influence, de réputation, parce que, en particulier pour les indépendants, c'est un sujet qui est évidemment important. Des compétences personnelles et de leadership. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là, en fait, un leadership qui est éclairé, qui est lié en fait à une vision stratégique et d'innovation. Est-ce que les membres du conseil en fait sont dotés d'une capacité de réflexion novatrice qui rendent vraiment possible des nouvelles idées et des nouvelles solutions
et que par ce leadership, en fait, ces personnes sont capables de les proposer au sein du conseil pour que ça génère des réflexions et que ça génère des nouvelles idées, de l'innovation qui permettent à la société d'avancer. Les compétences techniques, qui sont là les connaissances approfondies, autant sur le terrain, donc c'est plutôt la compétence liée en fait au domaine de l'entreprise, mais aussi des compétences liées à l'organisation. Et on en revient en fait à cette notion de gouvernance. Est-ce qu'on est compétent pour comprendre la réalité de la gouvernance de l'entreprise et ce que l'on peut y apporter? Et puis en dernier ressort et non des moindres, c'est les qualités personnelles. Et les qualités personnelles, elles se jugent beaucoup au niveau de l'intégrité, de la transparence, de la confidentialité. Et c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Ce qui est débattu dans un conseil est quelque chose d'extrêmement confidentiel. Souvent, on va très très loin dans les débats, dans les compréhensions, dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, ces qualités personnelles de confidentialité et d'intégrité sont absolument fondamentales. Je vous ai dit que j'allais vous parler des administrateurs indépendants. Alors, je sais que certains sont présents autour de l'aventure ce soir. Les administrateurs indépendants, c'est des gens qui sont pour moi extrêmement importants. Parce que finalement, ils se situent ni côté des dirigeants, ni côté des actionnaires, au moins investisseurs financiers. Donc, ce sont des gens qui sont une forme de courroie de transmission, qui ont des compétences souvent techniques, souvent un réseau, des relations. C'est souvent pour ça qu'on vient les chercher. Et ils sont dans une posture qui est une posture qui a vocation à être en capacité d'apporter dans le conseil et au sein de l'entreprise une vision qui est extérieure, une vision qui parfois est un petit peu plus haute, moins opérationnelle, mais en même temps très proche de l'exécutif. Donc c'est réellement des personnes, quand elles jouent le jeu, qui sont extrêmement contributives au débat, et qui peuvent être un moyen de courroie de transmission entre les fonds d'investissement et les dirigeants. Quand entre des sessions du board, il peut y avoir des sujets un petit peu tendus. C'est des personnes, quand elles ont vraiment une forme de qualité de leadership, capacité à être vraiment un élément aidant et sur lequel il faut se reposer. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est ben oui, mais ils sont amenés par qui? Par les dirigeants fondateurs ou par les fonds? Alors, en fait, il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de mauvaise réponse. La réponse que moi j'apporte à ça, c'est il faut que les administrateurs indépendants soient à leur place et ne se sentent pas plutôt en porte-à-faux, soit vis-à-vis des dirigeants et des fondateurs, soit vis-à-vis des fonds. Donc, ils doivent être cooptés, puisqu'on a bien vu tout à l'heure que la cooptation des administrateurs faisait partie en fait des compétences du board. Ils doivent être cooptés par l'ensemble des parties, donc ça veut dire qu'il faut que la totalité de la communauté des membres du board en fait soit d'accord pour l'entrée d'un membre indépendant, pour que ce soit fait de manière utile et intelligente. Une notion aussi dans les bonnes pratiques qui n'est pas toujours évidente, en particulier pour les personnes qui ont été à l'origine d'une entreprise ou qui ont dirigé une entreprise et qui à un moment donné basculent dans le board, c'est d'arriver en fait à faire la part des choses entre manager et gouverner, qui sont deux choses qui sont complètement différentes. Chacun doit être à sa place, le dirigeant est à sa place de dirigeant, c'est lui le chef de bord, et je reviens un peu à ma notion de bateau et de gouvernail de tout à l'heure, il est le chef de bord de la société, et les membres du conseil sont là pour proposer des routes nouvelles et veiller à la bonne navigation. Moi j'aime bien cette image-là, c'est pas toujours évident, et pour le dirigeant en poste, et pour les anciens dirigeants dans des boards, d'arriver à avoir une relation sereine. J'ai assisté malheureusement dans toute ma carrière professionnelle en tant que représentante de fonds d'investissement, des situations où finalement le dirigeant en place prend peur à la proposition de board members indépendants, d'anciens dirigeants en fait,
ayant en fait l'impression d'une forme de manipulation où le dirigeant se dit, bon, finalement, ils font venir cette personne-là qui a beaucoup plus d'expérience que moi parce qu'à un moment donné, ils vont vouloir faire une petite opération de chaise musicale. Alors, il n'y a pas toujours un agenda, c'est souvent mal vécu, et malheureusement, quand c'est mal vécu, le board member indépendant ne rentre pas dans le board, et plusieurs mois après, parfois pas plus de 6, face à des erreurs répétées du dirigeant, ben, on regrette finalement que la seniorité qu'apportait le board member indépendant n'ait pas été là pour aider et accompagner. Donc, alors je ne sais pas si on l'a tous vécu là autour de la table, moi je l'ai vécu plusieurs fois, et c'est vrai que c'est parfois très compliqué quand on est représentant d'un fonds de proposer à un board member indépendant qui a évidemment une expérience, une compétence, une largeur d'épaule plus importante que celle du dirigeant, de ne pas arriver à expliquer au dirigeant que c'est plus dans une idée d'accompagnement, de mentoring, et non pas dans une idée, à un moment donné, de faire un remplacement. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel, en fait, j'ai pas de solution parce que j'ai moi-même été en difficulté plusieurs fois sur ce type de situation, et je le regrette. J'espère que la prochaine fois ça se présentera, je ferai ça mieux, mais j'en suis pas complètement certaine. C'est pas un sujet évident. Un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est que le board en fait peut créer ce qu'on appelle des sous-comités ou des comités. Le comité d'audit, donc qui va s'occuper en fait des comptes, de l'audit avec les commissaires aux comptes, la présentation en fait à l'ensemble des administrateurs pour la convocation de l'Assemblée générale pour la clôture des comptes. Un audit sur les RH, donc qui est en général beaucoup axé sur la partie de la rémunération et des bonus. Un board finance en fait quand il y a des opérations financières un peu complexes à monter. Un board RSE. C'est plus récent, mais dans les sociétés cotées, maintenant, on a quasiment toujours un board RSE et puis un board stratégie. Alors, sous ce board-là, on met beaucoup de choses. Hein. Souvent, quand les sociétés backées par des fonds commencent à monter des boards de stratégie, c'est qu'on commence à parler de M&A. C'est, je dirais, une sorte de synonyme, voilà, qui ne porte pas son nom, mais c'est quand même un peu ça. Une notion importante aussi, c'est la notion de préparer son conseil. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Je ne sais pas si autour de la table, on a des dirigeants de start-up actuels ou futurs. Mais en fait, contacter ces administrateurs en amont du board pour présenter l'ordre du jour, recueillir les questions et les recommandations permet d'ajuster souvent, pas tellement l'ordre du jour, mais plutôt le contenu. Et éviter les questions ou écueils en plein board qui peuvent générer des discussions parfois stériles mais parfois violentes ou parfois qui nécessitent l'ajournement du board et une nouvelle convocation du board parce que finalement personne n'a réussi à se mettre d'accord. Donc ça c'est quelque chose qui est très chronophage pour les dirigeants mais qui permet d'avoir des boards qui se passent sereinement et en bonne intelligence. Et puis après, dans les bonnes pratiques aussi, c'est la question de la posture. C'est donc un groupe, hein, vous l'avez compris, une assemblée de personnes très différentes qui parfois ont des visions différentes. Donc c'est vraiment une notion d'écoute, de partage, la confiance qui revient, l'engagement de chacun à faire en sorte que ça se passe en bonne intelligence et la confidentialité. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu ce que moi j'ai essayé de regrouper comme éléments qui me semblent être particulièrement importants à avoir en tête quand on est soi-même board member et qu'on a envie de contribuer de manière intelligente. Alors, bon, j'ai regroupé ici les deux notions dont on a parlé, les administrateurs, alors dits non indépendants, c'est-à-dire qui sont soit dirigeants fondateurs, soit investisseurs, soit salariés, donc qui ont en fait un lien vraiment direct avec l'entreprise, et puis les board members indépendants, où j'ai essayé de regrouper des éléments de compétences, mais on en a déjà un petit peu parlé, mais dans lequel on retrouve aussi une notion du risk management que l'on a évoqué tout à l'heure.
J'ai repris aussi ici la notion des nombres impairs de membres dans un board, qui est vraiment un sujet fondamental. La notion de président exécutif et non exécutif, mais ça, on va le voir après. Et puis, la question des règles de majorité, que finalement, j'ai pas détaillé. J'ai failli faire des slides dessus, puis je me suis dit que ça allait nous emmener peut-être un petit peu trop loin. En fait, il y a des règles de majorité sur des décisions simples, mais il peut y avoir des règles de majorité qualifiées sur des sujets qui ont trait au capital de la société, mais aussi qui ont trait à des décisions qui sont extrêmement impactantes vis-à-vis, on va dire vis-à-vis des fonds et des investisseurs financiers. Voilà. Alors après, j'avais une petite fin sur les différentes formes juridiques de société. Je ne sais pas si on va le détailler, je ne sais pas trop quelle heure il est, si on a encore du temps. On a encore un peu de temps. On a deux types de formes d'entreprise, ce qu'on appelle la forme dualiste et la forme moniste. C'est des noms que j'aime assez, même si on les utilise pas souvent. La forme dualiste, c'est quand on a un conseil de surveillance et un directoire. Le conseil de surveillance, donc nommant le directoire, donc le directoire, l'exécutif, le conseil, le non-exécutif. Les membres, ça je ne vous l'ai pas dit au début, effectivement sont nommés par l'Assemblée générale pour 6 ans. D'ailleurs, dans les deux systèmes, on peut avoir jusqu'à 18 membres. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, si dans les sociétés du CAC 40, effectivement, on a des boards avec autant de membres. Autant vous dire que dans les startups, quand on dépasse 5, 7, ça commence à être vraiment, vraiment beaucoup. Et dans la forme moniste, en fait, on a un conseil unique avec un président et des administrateurs non exécutifs, indépendants ou non indépendants, et les administrateurs exécutifs qui sont le DG et le DGA. Donc, c'est des formes qui sont différentes. Quand on est en SA, ACA, ben, on est sous forme moniste, et quand on est SA en CS, on est en forme dualiste. Alors après, il y a la réalité de la start-up qui est un peu plus quand même le monde dans lequel on évolue ici à l'Alliance, où en fait on a plutôt des formes de sociétés qui sont des SAS, qui sont des sociétés par action simplifiée. C'est en fait une façon d'organiser la société de manière un petit peu plus libre. Dans la pratique, les avocats qui conseillent les startups font en sorte que les statuts des SAS s'apparentent en fait à des SA, et que le conseil soit non pas un conseil de surveillance ou un conseil d'administration, mais un comité stratégique ou un comité de surveillance organisé peu ou prou de la même façon. La grande différence, c'est que le comité n'est pas statutaire, c'est-à-dire qu'il n'émarge pas en fait dans le cabis de la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité, je vous rassure. Mais la forme est différente. Ça permet un petit peu plus de souplesse, pas forcément pour des sujets de gouvernance, mais plus pour des sujets de délai de convocation d'assemblée générale, par exemple, pour un certain nombre d'éléments comme ça. Mais comme les avocats ont horreur de faire du spécifique, souvent on se retrouve avec des choses qui finalement sont très proches des SA, même si elles n'en portent pas le nom. Mais après, toutes les règles que j'ai évoquées tout à l'heure, les pouvoirs, les responsabilités sont peu ou prou les mêmes. En tous les cas, quand on est représentant d'un fonds ou membre indépendant dans un board, que ce soit le board d'une SAACA, d'une SAACS ou d'une SAS, en fait, on ne fait pas la différence. Et pour finir, il y a une notion dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que dans l'entreprise, il y a différents temps. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, le temps normal, ça c'est quand tout se passe bien, mais il y a aussi des crises et des gestions de crise. Et le rôle de la gouvernance et du conseil peut être différent, et la posture est évidemment différente. Donc en temps normal, éclairer, challenger l'exécutif, ça je pense que tout le monde le comprend. En cas de crise, je me suis moi interrogée en disant mais finalement quelle est la bonne posture pour le conseil en cas de crise. Alors vous allez me dire bah oui mais c'est quelle crise, de quoi on parle, est-ce que c'est quelque chose qui met en cause le dirigeant, est-ce que c'est une crise qui est liée à l'environnement de la société, est-ce que c'est une crise sanitaire comme on en a vécu ou autre. Je dirais peu importe. Je dirais que le rôle du board et en particulier des board members indépendants, c'est plus dans ce cadre-là moi que j'avais essayé de réfléchir. L'important, c'est vraiment le soutien de l'exécutif et la supervision.
C'est en fait, le board n'est pas un lieu pour chercher des responsabilités. C'est un lieu où il faut très clairement œuvrer pour l'intérêt social de la société. Et pour ça, ça nécessite de soutenir l'exécutif et de superviser et de s'assurer que les choses se passent correctement. Et puis pour finir en lieu et place d'une petite conclusion de la conclusion, je dirais que les boards, en fait, il y en a toutes sortes. Il y a des boards qui sont des boards de fleuves. On fait beaucoup de sciences, en tout cas dans les sociétés de start-up santé. Il y a des boards qui sont plutôt un peu ce que j'appelle des chambres d'enregistrement où finalement il ne s'y passe rien. Il y a des boards qui sont assez construits. Et en fait, tout ça, c'est très souvent le reflet du dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant qui, lui, est dans l'exécutif, souvent, par son mode de management, impose finalement la façon dont le board se passe. Et donc, si le board n'est pas à l'image de ce que voudraient les administrateurs ont un rôle, alors parfois un rôle d'éducation quand le dirigeant est jeune dans cette posture de dirigeant, pour faire en sorte que le board se déroule. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un board qui se déroule bien? C'est un board où effectivement on a une présentation, où on débat, où éventuellement on décide, même si on décide finalement assez rarement. On vote assez rarement quand même dans un board. Même si les règles de majorité existent, c'est quand même assez rare. En général, quand on commence à voter, c'est que les choses se passent pas bien. Mais c'est un lieu de débat, d'écoute, de partage. Et c'est important, en fait, que chacun puisse s'exprimer, puisse prendre la parole, évidemment de manière intelligente et ordonnée. Donc, parfois, c'est un peu trop, un peu pas assez. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais souvent, le dirigeant, en fait, est à l'image de son board. Je crois que ça, c'est un élément que j'aime bien parce que ça vient presque un peu contredire tout le reste. Mais c'est quand même la réalité de ce que l'on vit au quotidien. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Je vais arrêter la présentation. Et je vois qu'il y a encore des gens qui sont présents. Je ne vois personne. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ou des contributions, même des contributions? Bonsoir Armel. Salut Emmanuel. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu pourras me dire si tu as raconté que des bêtises. Mais non, mais j'ai trouvé ça bien d'entendre quelque part la théorie de ce qu'on vit, puisqu'effectivement, je fais partie des personnes que Emmanuel a citées tout à l'heure, de membres indépendants qui participent à une start-up, et donc je participe au board d'une start-up dans laquelle Go Capital est investisseur. Donc non, j'ai plutôt bien retrouvé la réalité et je suis aussi au board d'une autre start-up, donc qui est très différente de la première. Donc je retrouve à la fois un peu la théorie, mais surtout tous tes commentaires, donc qui représentent un peu plus la vraie vie, si je puis dire, parce qu'effectivement il y a la théorie et la pratique. Et alors ça ne veut pas dire que les deux sont différents, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est pas toujours aussi simple que la théorie en fait. Oui. Et qu'est-ce qui fait que ces deux boards sont différents, si tu avais un élément de réflexion à apporter? Alors, je pense que c'est la nature du CEO. Il y en a un où en fait, non, je pense que, parce qu'en fait, je réalise que dans les deux boîtes, les fondateurs ont à peu près le même âge. Donc, j'allais dire, il y en a un où ils sont plus jeunes que l'autre, mais non. Mais en fait, il y en a quand même une des deux où les gens n'ont pas l'expérience, alors que l'autre avait déjà eu cette expérience de monter une start-up. Donc quelqu'un donc du coup qui je veux pas dire qu'il n'a pas besoin d'accompagnement, mais en tous les cas qui est beaucoup plus mûr, beaucoup plus stratégique que dans l'autre cas. Donc et puis c'est un conseil d'administration, donc avec un président du conseil d'administration, etc. Donc c'est un peu plus formel et un peu plus lourd, on est plus nombreux, il y a des censeurs puisqu'il y a des BA, donc voilà, enfin j'ai retrouvé tout ce que tu as pu donner comme exemple. Donc voilà, donc effectivement, je me sens dans un cas plus accompagnant, dans l'autre
comment dire, plus... tout à l'heure, quand tu as fait la réflexion de dire il y a des boards où il y a beaucoup de science, bah là, par exemple, ça en fait partie. L'autre, il y a beaucoup de science et c'est vrai que on dit assez régulièrement qu'il faut qu'il y ait un peu moins de science et qu'on parle un peu plus des vrais points stratégiques pour qu'il y ait des vraies discussions et des vrais échanges. Et c'était un peu le défaut de ce CEO. Donc, bon, bah voilà, ça a changé. Et puis, on a fait venir effectivement il y a des membres indépendants aussi qui apportent des compétences techniques et qui sont, je crois qu'un des points aussi pour les membres indépendants, c'est que parfois, on commence à avoir moins besoin des premiers et plus besoin des autres. Là, en l'occurrence, il y a un membre indépendant qui est rentré il y a 12-15 mois, qui a été recruté plus, enfin, recruté entre guillemets, mais qui a été sollicité plus pour accompagner une levée de fonds très importante et parce qu'il a toutes les connexions avec les stratégiques et voilà, donc il y avait un objectif très particulier alors que les membres indépendants qui sont déjà présents dans le board apportaient des compétences beaucoup plus techniques. Donc, il faut voir aussi ça dans la vie de la start-up. Il y a des phases où les besoins sont pas les mêmes et il faut arriver à faire changer. Et tu faisais allusion au business angel tout à l'heure et donc je me sens aussi concernée puisque j'en suis un et ça c'est parfois compliqué. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est difficile de les sortir. On a essayé de faire tourner les BA pour apporter des compétences différentes et c'est pas toujours simple. Non, mais c'est vrai, il y a un point qui est très juste, c'est que j'ai pas parlé du temps long. Et je dirais effectivement, dans un board, les compétences qui sont autour de la tâche sont pas toujours les mêmes, et comme les dirigeants aussi, parfois, sont bien à un moment donné. Et en fait, si on reste axé sur la pérennité de l'entreprise, il doit pouvoir y avoir des évolutions en fonction de l'évolution de la société. En fait, personne n'a toutes les compétences. Et c'est quelque chose de compliqué de renouveler un board, en particulier parce que les représentants des fonds, en général, se renouvellent pas eux-mêmes. Donc, ça forme quelque chose souvent assez statique et parfois, quand ça démarre pas bien ou quand il y a des relations crispées ou quand il y a eu, en fait, des décalages, notamment entre les fonds, parce que parfois ça arrive, hein, que les fonds aient des visions complètement différentes, des agendas différents. Et parfois, on arrive dans des boards qui sont, qui ne fonctionnent pas et qui ne peuvent plus fonctionner. Moi, je l'ai vécu dans une société où la société est allée se coter. Alors, je ne dirais pas de quelle société il s'agit, maintenant il y a assez longtemps, parce qu'en fait, les fonds n'arrivaient pas à se mettre d'accord en private equity de comment il fallait mener l'entreprise en termes d'échéance, de délai, de montant à lever. Et donc, du coup, ça s'est fini en bourse. Tout le monde a gagné beaucoup d'argent. Donc, finalement... ça a été plutôt un bon choix, mais au moment où ça s'est passé, c'est bien parce que il y avait un désalignement total d'intérêts entre les fonds et que en board, ça avait complètement bloqué les opérations de refinancement de la société et donc le dirigeant. Ça peut aller très loin. Ouais. Mais je crois que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec une start-up. Alors moi, c'était la première fois que j'entendais un CEO dire à la prochaine levée, je pense qu'il faut qu'on engage un autre CEO parce que ce sera plus moi, parce que on passe à une autre phase de l'entreprise. Oui. C'est assez inhabituel que ce soit le CEO lui-même qui reconnaisse que il est pas fait pour l'étape d'après. Mais là, en l'occurrence, c'était une start-up où il y a 2 fonds qui sont dedans. Et quand j'ai posé la question de l'accompagnement que faisaient les fonds, un vrai accompagnement, c'est-à-dire en fait j'ai une réponse très 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 polie mais très politique si je puis dire, qui m'a fait comprendre qu'en fait les fonds ils étaient là comme investisseurs à regarder la trésor, mais que finalement il manquait visiblement un peu de compétences dans son board, quoi. Et d'accompagnement du coup. Donc c'est vrai, quand tu disais tout à l'heure, les fonds aiment pas les BA, mais en même temps les BA de temps en temps c'est aussi eux qui apportent le réel accompagnement aux dirigeants. Et c'est souvent de ça dont il a besoin. En fait, j'ai les 3 postures parce que je suis représentante de fonds, mais j'ai accompagné énormément de sociétés en tant que représentante de fonds. Je suis moi-même investisseur, donc business angel, donc je suis également membre de board, et je suis aussi en fait board member indépendant.
Donc, ce sont trois postures complètement différentes. C'est pour ça que je suis passée par une certification de board member indépendant. Et à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ma pratique en tant que board member indépendant doit évoluer par rapport à ma pratique en tant que représentant de fonds? J'avais un vrai sujet l'année dernière vraiment de question de posture, hein. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion un peu brutale que je vais vous donner, qui va donc être enregistrée, puisque cette session est enregistrée. En fait, quand on est représentant d'un fonds, quel que soit, je dirais, le niveau des questions qu'on pose, en fait, il y a beaucoup de déférence et on nous répond toujours, parce qu'on représente à un moment donné le pouvoir et l'argent. Voilà. Et quand on est board member indépendant, la question stupide, elle passe pas. Il faut être là avec réellement quelque chose que l'on apporte. En fait, notre présence, elle n'est pas juste justifiée parce qu'en fait, à un moment donné, on se retournera vers nous pour des questions d'argent. Ça, c'est bon pour les fonds. Donc, les questions de posture sont complètement différentes. Et c'est aussi ça qui est important, c'est que ça remet, moi, je trouve, quand il y a des board members indépendants, un peu la place au milieu du village. Quand parfois, il y a des discussions qui ne sont pas des discussions de board. Une question qui demande comment est-ce que ces différents pouvoirs s'équilibrent pour le bien de l'entreprise. C'est vraiment une question de personnalité et d'intelligence. Parce qu'en fait, quand on rentre dans la salle et qu'on se met en board, il n'y a pas d'un côté les dirigeants, de l'autre côté les fonds, etc. Bon, en général, on se met face aux dirigeants, c'est plus facile pour les côtés que d'être à côté. Mais en fait, l'équilibre, il se crée par la volonté du groupe, en fait, de faire en sorte que ce soit utile, que ça serve à quelque chose et que ça permette à la société d'avancer. Je dirais, c'est un peu un équilibre naturel du groupe. Et quand je disais tout à l'heure, c'est assez rare finalement que dans un board on vote. Oui, c'est assez rare que l'on vote. Je crois que moi, j'ai jamais voté dans aucun board. Voilà. Parce que quand on vote, c'est qu'il y a des choses qui se passent pas bien et qu'il faut effectivement prendre des décisions pour lesquelles finalement les membres ne sont pas d'accord et où là on se met à voter. Voilà. D'où la nécessité d'être présent d'ailleurs au board, parce que ça c'est aussi un peu le pendant, hein, c'est que quand on est directeur de participation ou même chargé d'affaires dans un fonds, parfois on a énormément de sociétés en portefeuille et donc il faut aller faire tous ces boards. Alors, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pas que la présence dans les boards, hein, c'est la préparation, si les documents du board ont bien été envoyés avant, c'est l'analyse par rapport à ce qui avait été donné au board d'avant. Enfin bon, il y a quand même normalement un gros travail. Et parfois, quand les entreprises vont bien, il y a des boards où finalement les administrateurs ne viennent plus. Ça, c'est aussi un autre sujet, parfois une difficulté pour certaines entreprises. Et c'est en particulier évidemment un problème au moment de la nécessité de convoquer l'Assemblée générale, pour lequel il y a quand même besoin d'avoir l'ensemble des administrateurs présents, même si c'est réglementairement pas nécessaire, mais il faut quand même qu'il y ait une décision qui soit prise sur la convocation, et là pour le coup il faut quand même que les administrateurs soient là. Voilà. Que peut-on dire d'autre? Je ne sais pas. Pas d'autres questions? On s'en tient à ça. Est-ce que vous pouvez peut-être remettre vos caméras? Peut-être que juste on vous voit 2 secondes. C'est quand même plus... Ah, Ça change tout. ah ben, ça change tout hein, quand même. Des remarques, des suggestions? Non, c'était très intéressant. Merci Emmanuel. Ils sont sages. Hein. Ouais. Alors, je peux peut-être juste dire quelque chose. Tout à l'heure, Armelle a utilisé un terme et après elle s'est reprise en parlant de recrutement. En fait, les administrateurs indépendants, aujourd'hui, sont vraiment recrutés. Il y a des cabinets de recrutement en fait de board members indépendants qui se sont spécialisés là-dedans et notamment grâce à la loi Zimmermann. Donc tout le monde a entendu parler autour de la table sur la présence des femmes dans les conseils d'administration. Donc c'est vrai que ça a généré depuis une dizaine d'années finalement une activité de recrutement autour de ça. Et moi-même la formation certifiante que j'ai faite à l'EM Lyon, c'était une formation dédiée aux administratrices indépendantes. Voilà.
Et c'était vraiment intéressant. Oui, ça, c'est vrai que le mot recrutement, quand je l'ai prononcé, m'a fait drôle pour un board member, mais en même temps, voilà, on a été plusieurs du conseil d'administration à le rencontrer et c'était comme un entretien une forme d'entretien d'embauche. Hein, et après, on s'est concerté voilà, on a décidé tous ensemble de ce qui était le mieux pour l'entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, le bilan des courses, c'est que dans les boards auxquels vous participez, il y a une parité? Alors non. Enfin, il y en a un où clairement non, je suis la seule femme. Et d'ailleurs, aux grandes dames du CEO qui disait que c'était pas c'est pas si simple que ça, en fait. Et puis dans l'autre, je crois qu'on est à peu près, ouais, c'est équivalent, je pense. Celui où je participe avec Emmanuel, oui, je pense qu'il y a une parité. Ouais. Il y a déjà une parité dans les fondateurs et la parité est respectée dans le board. Ouais. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Enfin, je connais pas tous les boards des entreprises, par exemple, qui ont été investies par Angel Santé, mais je doute que ce soit très, très, très souvent le cas. Okay. Alors, en fait, ce qu'on peut quand même dire, c'est que dans le private equity du domaine de la santé, au moins en France, il y a quand même beaucoup de femmes. Alors, elles ne sont pas toutes partenaires dans les sociétés de gestion, mais elles sont chargées d'affaires seniors ou directrices de participation. Donc, c'est vrai qu'on a quand même, dans un secteur où il y a quand même plus de femmes que dans d'autres. C'est-à-dire que quand on va dans des fonds qui sont plus late stage, qui font du gros ou des sociétés cotées, moi, c'est des gens que je fréquente par ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Déjà, il n'y en a pas beaucoup dans les équipes et du coup, il n'y en a vraiment pas dans les boards. Hein. Moi, je fréquente en ce moment pas mal des fonds d'entrepreneurs qui mettent les photos de toutes leurs success stories. Alors, au lieu de mettre les noms des boîtes, ils mettent les photos des dirigeants. Eh ben, chercher la femme en noir et blanc, c'est facile. Et dans les boards, c'est pareil. Voilà, mais ça va venir. Ça va venir. La tendance est là. Voilà, il n'est pas loin de 20 heures. Sauf est-ce que vous ayez une dernière question, remarque, commentaire? Moi, j'ai juste un remerciement pour un exposé très clair et très enrichi de notes personnelles. Donc, c'était très agréable. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup d'avoir fait cet exercice. Je le réutiliserai peut-être. Oui. Merci. Eh bien, très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci Emmanuel. Merci À bientôt. Merci.